Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un petit retour si possible sur l'audio, savoir si l'audio est bon, si le visuel est bon, si vous voyez bien mon écran. Euh, et si tout est OK, on va pouvoir commencer cette classe. Alors, vous êtes nombreux à voir cette classe du coup sûrement en replay, puisque 18 h, c'est pas très évident comme horaire. Beaucoup travaillent encore et sont encore en poste. Du coup, je dis bonjour à tous les inscrits et les inscrites qui vont nous recevoir aussi en audio sur cette classe virtuelle qui a pour thème du coup la communication et où on va essayer de voir un peu les problématiques liées à la communication et à vos demandes et à vos questions que j'ai pu recenser par mail et par échange où vous m'avez soumis quelques petits éléments. Alors, avant de commencer, est-ce qu'on pourrait avoir un petit retour? N'hésitez pas à me dire si du coup vous me voyez bien et si vous m'entendez bien sur le chat ou si vous souhaitez être en visio, je peux aussi vous inviter en visio, il n'y a pas de souci. Et après, on va commencer tout doucement cette classe virtuelle. Alors, si c'est OK pour tout le monde, j'attaque cette classe virtuelle. Alors du coup, je vais essayer de répondre vraiment aux questions qui m'ont été posées par la communication, par rapport à la communication. Et vous allez voir en fait que chaque diapo répondra finalement à des questions et des interrogations ou des éléments que vous souhaitiez voir, où j'essaie d'apporter un peu toutes les réponses qui sont liées à ces questions. Après, pour ceux et celles qui nous regarderont en replay et qui ne peuvent pas être présentes avec moi aujourd'hui, surtout n'hésitez pas à me faire un petit retour par mail ou vous pouvez aussi me laisser un petit message ou un appel vocal, peu importe, ou s'il y a des éléments que vous souhaitez que je développe un peu plus et qu'on revoie ensemble. Donc du coup, on n'arrivera pas à avoir l'interactivité qu'on avait prévue et l'échange direct dans cette classe, mais on pourra quand même échanger sur les solutions qu'on peut vous imposer, vous proposer sur la communication. Alors, si on est OK pour tout le monde, je vais attaquer cette classe de communication. Alors, du coup, pour commencer donc cette classe, le sommaire donc de cette classe virtuelle, on va voir dans un premier temps les supports de communication écrits, revoir un peu toutes les bases, les règles pour bien proposer donc des courriers qui seront adaptés, qui répondront aux différentes normes et des lettres professionnelles, choses comme ça, pour revoir un peu les bases, parce que finalement, des fois, on se pose toujours des questions sur comment on va rédiger nos courriers. Dans un deuxième temps, on verra un peu les supports explicatifs pour les patients. Voilà, quel avantage, quel type de support on peut proposer pour gagner du temps aussi, c'est-à-dire avoir des documents explicatifs qui nous permettent finalement de ne pas perdre 20 minutes à expliquer le fonctionnement de la pose d'un implant ou des choses comme ça, même si l'échange verbal avec le patient est toujours intéressant. Mais si vous avez des supports en amont ou même après votre explication à remettre au patient, ça aura plus d'impact et ça sera aussi plus pratique pour lui de revoir à tête reposée, puisque peut-être vous allez donner beaucoup d'infos. Donc, c'est assez intéressant de voir les différents supports explicatifs qu'on peut proposer aux patients. Et dans un dernier point, on verra ensemble un peu comment on peut gérer les situations qui peuvent être un peu difficiles, un peu conflictuelles avec des patients et revoir un peu les règles en fait de communication orale, les petits principes pour vous permettre, vous, finalement, de vous mettre dans des positions où vous allez peut-être plus maîtriser la conversation et éviter d'éventuels quiproquos, d'éventuels conflits et pouvoir les contourner. Voilà comment va s'articuler cette classe. Et on va commencer, du coup, ensemble pour le premier point. Donc, pour celles et ceux qui sont présentes, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur le chat si je vais un peu vite, si vous avez des éléments que vous souhaitez que je revoie avec vous ou que je m'arrête sur certaines notions. Vous pouvez me faire un retour, je vois bien vos discussions. Si vous voulez me rejoindre en vidéo, vous pouvez aussi. Surtout, n'hésitez pas, soyez pas timide et vous pouvez communiquer avec moi, il n'y a pas de souci. Alors, la communication écrite. Donc, en fait, ça va être sous trois sous-chapitres, hein, trois axes. On va avoir la typologie donc des lettres professionnelles. Ensuite, on va voir ce qu'est réellement la lettre administrative parce que c'est là-dessus qu'on va vraiment se concentrer aujourd'hui dans cette classe. Et ensuite, on va voir un peu
les courriels, les emails, voir un peu comment on va se positionner pour la rédaction des emails, puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la communication écrite actuelle. On communique vraiment beaucoup par mail et voir un peu les choses à faire, à ne pas faire et comment présenter son email. Alors, donc la typologie des lettres professionnelles. Donc pour répondre en fait à la question de Stéphanie, qui m'a soumis l'idée et la demande de comment en fait rédiger, comment savoir si on rédige bien un courrier au correspondant. Alors, on va revoir en fait un peu les principes de base par rapport à la communication écrite et à la typologie en fait finalement des lettres professionnelles, puisqu'on rentre dans ce type de courrier, donc de lettres professionnelles. Il y a 3 types de lettres en fait professionnelles, donc 3 catégories comme vous pouvez le voir ici. Vous allez avoir la lettre qui est commerciale, donc on va l'appeler la lettre B2C, donc Business to Consumer. Donc c'est vraiment la lettre commerciale qui finalement va s'adresser à des clients. Pour par exemple une lettre à un prospect, donc qui va être très argumentative, une lettre qui va par exemple vendre un produit. C'est peut-être une lettre que vous pouvez recevoir d'un fournisseur, par exemple, qui vous vend un produit ou une offre promotionnelle, donc elle est argumentative, elle vous explique un peu l'avantage du produit, donc elle est d'un professionnel à un potentiel client, ce qu'on appelle un prospect. Ensuite, vous avez la lettre de fidélisation. Donc ça, c'est une lettre qui, elle, va être adressée toujours à ce même client, mais ce client qui est déjà dans la base de données et qui a déjà consommé. Donc, on est dans un système de fidélisation. Donc, en fait, ça va être une lettre qui va rappeler des échanges précédents, dire « mon cher client »,« ma chère cliente ». Voilà, c'est une lettre dans ce principe-là. Nous souhaitons vous fidéliser et nous vous proposons une telle offre. Donc, c'est pareil. Si vous êtes un client régulier d'un fournisseur, peut-être que vous aurez affaire à une lettre de fidélisation. Quand vous la verrez arriver la prochaine fois, par courrier ou par mail, vous saurez finalement la reconnaître et vous dire « Ah oui, là, je rentre dans la lettre commerciale et on est dans le principe de la lettre de fidélisation ». Ensuite, on peut avoir la lettre de relance, que ce soit une relance pour relancer finalement un client qui n'est plus très présent, qui ne commande plus. Donc, on va lui faire une petite lettre de rappel en lui disant « Bonjour, on est toujours là », mais c'est toujours une lettre commerciale dans le but finalement de revendre un produit ou de recommercialiser finalement. Mais elle est intéressante celle-ci parce qu'elle peut aussi s'appliquer finalement aux relances des impayés. Donc, ça peut être la même catégorie pour dire finalement sauf oubli de notre part, vous n'avez pas honoré la facture, Et là, on rentre dans ce système de lettres commerciales, mais qui peut s'appliquer à des relances. Donc ça, c'est le premier type de lettre, qui est la lettre commerciale B2C, en fait. Ensuite, vous avez une deuxième type de lettre, en fait, qui, elle, sera, on la nomme, c'est plus facile à retenir et c'est comme ça qu'on les nomme, B2B, donc business to business. Donc là, c'est vraiment une lettre d'échange entre entreprises. Souvent, se fait par message électronique. Donc, par exemple, quand vous allez faire votre lettre de commande à un fournisseur, on rentre dans cette catégorie de lettres de commande fournisseur. Donc, c'est d'un professionnel à un professionnel. Et il n'y a pas cette démarche par rapport à la lettre commerciale où il y a potentiellement quelque chose à vendre, quelque chose à mettre en avant. Là, c'est une lettre juste d'échange où on va avoir un contact avec un professionnel entre un autre professionnel. Donc ça, c'est vraiment plus au niveau des entreprises, sur un mail, sur un échange. Par exemple, si vous voulez aussi signer, par exemple, une convention ou un marché, quand vous allez définir un marché annuel avec un fournisseur au cabinet parce que finalement, vous allez avoir des commandes automatiques, vous allez faire plusieurs échanges avec des termes bien définis, quelque chose d'un peu strict. On rentre dans cette catégorie de lettres qui est réellement à usage professionnel et pour un but de business, vraiment, exclusivement là-dessus. Après, on a la dernière qui, elle, est la lettre administrative et qui, elle, concerne un échange entre individus plus qu'entre entreprises. Donc, c'est la lettre finalement qui va nous intéresser pour répondre à la question de Stéphanie. Et c'est la lettre de liaison. C'est la lettre qu'on va utiliser, par exemple, pour faire un courrier à un correspondant. Et on va voir un peu plus en détail, finalement, toutes les caractéristiques qu'il faut suivre pour cette fameuse lettre administrative, celle qui nous concerne le plus aujourd'hui pour répondre à cette question de courrier avec les correspondants. Donc, le courrier à correspondant, c'est, donc, comme on l'a vu, la lettre administrative. Donc, cette lettre, elle va dépendre de certaines normes, puisqu'il y a des normes, vous savez, il y a des normes pour tout. Donc, c'est une norme AFNOR, comme vous pouvez voir, qui a été nommée ici. Et en fait, il faut répondre à une standardisation, ce qu'on appelle standardisation des courriers. Alors, cette lettre administrative, à savoir, je vais vous montrer un peu ici,
un peu comment elle va se présenter et quels sont ses critères finalement. Et après, on verra un peu plus en détail comment on va la mettre en forme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais essayer de zoomer, peut-être que ça sera un peu plus lisible pour vous. Sur ce document, vous avez donc les normes de présentation et de standardisation du courrier. En fait, on vous explique un peu tout, les différentes zones. Donc, vous avez la zone 1 qui est la zone de l'entête, cette zone 2 qui, elle, sera la zone concernant l'expéditeur, où vous allez pouvoir mettre votre logo. La zone 3, elle, sera la zone du destinataire, avec donc l'adresse, le nom de la personne qui va recevoir le courrier. Vous avez la grande zone 4 qui, elle, est le corps finalement de la lettre, avec tout ce que vous allez mettre dedans. Et la zone 5 qui est le pied de page, où vous allez devoir indiquer certaines mentions obligatoires, je dirais en tant que professionnel, avec numéro de tirette, numéro à délit, des choses comme ça. Les mentions légales, si c'est à but vraiment d'échanges commerciaux. Voilà, ça c'est une typologie en fait de la lettre professionnelle qui va répondre à cette fameuse norme qu'on a vue, cette norme AFNOR, et qu'il faut en fait garder en tête. Vous avez certaines choses qui sont normées, comme la marge de 2 cm à droite et à gauche, et respecter ces différentes zones. Donc ça, c'est un document, si vous souhaitez, que je peux vous fournir, qui est assez sympa et qui vous permet finalement après de revoir un peu comment vous allez mettre en page votre courrier. Et il faut savoir que ça répond du coup à certaines normes. C'est pas juste, on ne fait pas un courrier juste parce qu'esthétiquement il nous semble joli, non. Si on veut vraiment faire les choses correctement, il faut répondre à certaines normes, à certaines catégories. Et du coup, il va falloir suivre ces normes de présentation et de standardisation du courrier. Donc, pour revenir à notre fameuse standardisation du courrier, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter une lettre avec ces différents critères de normes, de standardisation, et comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne en conditions réelles pour un courrier à un confrère, une lettre de correspondance. Alors, du coup, le temps que ça s'ouvre, hop, voilà. Alors, je vais essayer peut-être de zoomer un petit peu plus pour que ce soit plus visible. Alors là, vous avez le visuel de votre courrier. Donc, vous arrivez déjà un peu, par rapport à ce que je viens de vous présenter, vous arrivez déjà un petit peu à voir en fait les différentes zones. Donc là, vous avez la zone de l'entête, la zone où il y a finalement l'expéditeur, la zone où il y a le destinataire, le corps de la lettre et le pied de page avec les mentions. Voilà. Ensuite, on va voir un petit peu plus en détail ce que nous impose en fait cette standardisation vraiment la standardisation des courriers. Et vous allez voir, en fait, je vous fournirai aussi celui-là de documents. Ça peut vraiment vous servir de repère après pour pouvoir après, si vous voulez, refaire votre document. Là, vous avez vraiment, j'ai notifié toutes les normes. Et par exemple, voilà, là, vous pouvez voir que votre en-tête avec, en fait, l'expéditeur, donc en fait, toutes vos références à vous doivent être comprises, voilà, au maximum à 10,5 cm du bord de la feuille. Donc, ça reste un carré bien défini. Pour ce qui est du destinataire, vous devez, par exemple, là, comme vous pouvez le voir, descendre à 6 cm du haut de la feuille parce que si vous le mettez dans une enveloppe à fenêtre, on ne verra pas l'expéditeur. Donc, il faut descendre à 6 cm, sinon, ce n'est pas calibré pour les enveloppes à fenêtre. Ensuite, pour ce qui est de l'adresse, donc là, j'ai pris le praticien avec qui je travaille. Adresse, donc il doit faire maximum 6 lignes. Donc ça, ce sont pareil, c'est des normes pour pas que ça soit trop important. Vous devez donc toujours, on l'a vu ça déjà, mais 2 cm de marge, donc que ça soit d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est bien notifié. Ici, vous devez donc indiquer dans un premier temps la ville et la date, donc ville, donc ici je l'ai précisé. Ensuite, les références et les objets. Donc là, c'est un courrier de remerciement à un confrère, donc on met juste l'objet, les références. C'est vraiment quand c'est des courriers un peu plus pointus, quand c'est des dossiers avec des administrations, il y a les références. Là, en l'occurrence, je n'en vois pas trop la nécessité, mais ça fait partie quand même des normes. Le titre et civilité. Donc là, vous avez le cher confrère. Ensuite, on va rentrer donc dans le corps de la lettre avec ici l'introduction, donc qui est bref en fait et qui va faire un rappel assez succinct des faits. Donc, je vous remercie de m'avoir adressé Madame Lefebvre ici au cabinet pour son traitement. À l'issue des examens cliniques et radiologiques réalisés ce jour, je vous informe que sera envisagé. Donc là, on commence à amener le sujet.
L'objet, c'est les remerciements. Donc, on dit merci de m'avoir adressé telle patiente. Je vous explique maintenant ce qu'il en est. Développement numéro 1, c'est l'objet principal de la lettre. Donc, un traitement parodontal complet. Donc là, on rentre dans le vif du sujet et on explique ce qu'il en est. On préconise un traitement parodontal pour la patiente. Développement 2, donc c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'aller beaucoup plus loin, c'est pas obligatoire. En effet, la patiente présente une parodontite agressive, donc là on développe un peu plus, ce qui n'est pas obligatoire, mais ça peut donner plus d'informations au correspondant. La conclusion, c'est finalement ce que le lecteur doit retenir de ce courrier. Donc je place sous protocole paro à compter de ce jour la patiente. Donc du coup là, ce qu'il faut retenir, c'est que on remercie ce cher confrère d'avoir adressé une patiente et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on la place sous un protocole paro. Voilà. Parce que après, il y a une parodontite, tout ça, mais c'est des informations vraiment essentielles qu'on doit retenir. Ensuite, vous avez la formule de politesse, donc qui sera adaptée à la situation. Là, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je vous prie d'agréer, chers confrères, l'expression de salutations confraternelles. Du coup, voilà, on reste confraternellement, puisque c'est un courrier entre confrères, on reste dans une formule de politesse qui est adaptée au courrier qui est envoyé. Ensuite, la dénomination et la signature que vous pouvez intégrer. Ensuite, on vous dit d'avoir un pied de page avec donc tout ce qui est référence. Donc là, vous avez siège social, numéro de tirette, les codes, numéro de déclaration, tout ça, le numéro de téléphone, qui doivent être à 2 cm au minimum pour le pied de page. Donc là, vous avez vraiment tous les éléments. Donc ça, je vous le fournirai dans le mail avec le lien d'accès au replay, bien sûr, avec toutes les normes que vous devez respecter quand vous devez faire un courrier de correspondance, donc une lettre professionnelle, une lettre administrative à un confrère. Donc là, si vous faites un courrier avec ce calibrage, on répond aux normes AFNOR et on est dans un courrier qui est super standardisé. Voilà pour ce petit courrier de présentation. Après, ce qui est important de voir aussi, c'est finalement l'identité visuelle. Alors là, on a vu un peu ce qui répondait à toutes ces normes et tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il faut respecter une certaine identité visuelle, à savoir une taille et un style de police qui sera le même pour toutes vos correspondances. Comme ça, on peut vous reconnaître plus facilement. Voilà, ça c'est le courrier du docteur Intel et ça c'est le courrier du docteur Intel parce que je reconnais la police. Il y a votre logo, bien évidemment. Le logotype, c'est extrêmement important aussi. Votre logo pour qu'il y ait plus rapidement un visuel qui vous rattache à ce courrier. Et il faut garder cette identité visuelle aussi avec la taille de police et le style de police. Après, concernant le style et la rédaction en fait de cette fameuse lettre administrative, on reste dans un langage courant, des phrases simples et des mots précis. Surtout que là, on est dans un domaine médical, on s'adresse à un confrère qui sait exactement de quoi on parle, on n'est pas obligé d'enrober toutes les phrases. On va à l'essentiel. Le but, c'est qu'il ait les informations rapidement et qu'il retienne le maximum d'informations, à savoir « merci de m'avoir adressé telle patiente ». En conclusion, je la place en protocole paro. Voilà, il a toutes les informations, c'est précis et c'est simple. Pour la formulation standard, il faut bien évidemment l'adapter à la situation, on l'a vu, donc les formulations, chers confrères, puisque là, on est dans une communication confraternelle, et formulation de politesse qui est très ritualisée, c'est toujours les mêmes, très confraternellement, c'est des éléments qui reviennent toujours, parce qu'ils sont adaptés à ce type de courrier, je dirais. Voilà, donc la charte graphique doit être respectée dans le courrier. Donc, cette identité, la charte graphique, cette identité visuelle avec le logo, avec cette police, afin de vraiment donner une image constante et cohérente pour qu'on reconnaisse plus facilement, en fait, le document qui est lié à votre cabinet. On va savoir d'un seul coup d'œil à la police et au logo que c'est un courrier qui vient du docteur Intel et ça permet de créer cette fameuse identité visuelle. Donc, voilà pour le support de communication écrite. N'hésitez pas à me faire un petit retour s'il y a des petites questions via le chat, il n'y a pas de souci. Et pour ceux et celles qui nous reverront en replay, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par mail, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, on reste dans la communication écrite et là, je vais essayer de répondre à la question de Sabrina qui me parlait des règles plutôt liées là à la communication par courriel, par email en fait. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a quand même aussi des règles de standardisation pour l'email, mais qu'il faut reprendre finalement les règles qui sont liées au courrier. Pourquoi? Parce que vous faites quand même si vous faites un email, vous refaites une lettre, même si c'est une lettre électronique, il va falloir répondre à ces lettres, donc respecter
finalement les mêmes règles de standardisation de courrier comme on vient de le voir. Donc, la seule chose, je dirais, les seuls points qui sont extrêmement importants sur les 4 points que j'ai développés là sur cette diapo, il faut rédiger un objet donc de mail, votre objet d'email qui soit précis et synthétique. C'est vraiment l'objet de l'email, c'est 90% de votre mail. C'est-à-dire que si vous mettez un objet qui ne veut rien dire ou qui est illisible, vous pouvez être sûr que 90% des destinataires n'ouvriront pas ce mail. Donc, il doit être vraiment précis et synthétique. Un exemple, si c'est pour ce fameux compte-rendu, reste sur le même principe du compte-rendu qu'on transmet aux praticiens, compte-rendu d'examen clinique du docteur Intel. Voilà, on s'arrête là, c'est court, précis, synthétique. L'email en lui-même doit être relativement court pour ne pas fatiguer le lecteur qui est devant l'écran. Alors, ce qui peut être une option, c'est finalement de favoriser les documents en pièces jointes à joindre au format PDF. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un email avec un objet court comme compte-rendu d'examen clinique et mettre dans l'email « Cher docteur, veuillez trouver ci-joint le compte-rendu d'examen clinique de Madame, là en l'occurrence de Madame Lefebvre, bien confraternellement, docteur Nana ». Et là, vous mettez en pièce jointe la vraie lettre de compte-rendu qu'on a vu précédemment. Et du coup, votre email est court et peut-être qu'il va le lire en diagonale et il va télécharger. La seule chose qu'il va retenir, c'est télécharger, parce qu'il y a écrit 6 juin, il va télécharger la pièce jointe et lire votre compte-rendu. Attention, je l'ai précisé aussi, c'est important, attention aux fichiers que vous mettez en pièce jointe. Ils ne doivent pas dépasser 2 MO, sinon c'est des fichiers finalement qui ne passent pas, votre email ne va pas être envoyé. Donc, ça peut être un peu compliqué. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est toujours... je dirais, convertir vos documents, que ce soit des documents Word, tout ça, en PDF. Le format PDF est important parce qu'il permet un transfert des éléments, des documents comme ça sécurisés. C'est-à-dire que le praticien qui va recevoir votre fichier ne pourra pas le modifier. C'est l'avantage du PDF, c'est qu'il est non modifiable normalement. Et vous envoyez du coup des documents sécurisés. C'est pareil, si vous envoyez des documents à un patient, demain vous lui faites un certificat, bon, il faut lui envoyer un document sécurisé. Le patient ne peut pas avoir un document Word qui va remasteriser et signer pour vous. Ça peut être très dangereux, surtout si c'est un certificat médical, ou des choses comme ça. Donc, vous allez les envoyer sous format PDF. Et en plus, c'est des formats qui sont très adaptés pour les échanges comme ça via des mails. C'est des formats que les administrations demandent beaucoup et ça fonctionne très bien parce qu'ils ne sont pas très lourds normalement. Il ne faut pas aller au-dessus de 2 MO. C'est un petit détail, mais en fait, vous allez le voir et votre boîte mail, je dirais, va vous l'indiquer si votre fichier en pièce jointe est beaucoup trop lourd. Faites attention aux images ou aux choses comme ça. Si vous avez beaucoup d'images, beaucoup de vidéos à envoyer, on ne sait jamais. Demain, vous pouvez peut-être même envoyer des fois des clichés comme des scanners à un correspondant d'un patient. Dans ce cas-là, vous passez par d'autres plateformes, des choses comme des WeTransfer, des Dropbox, et vous mettez en fait le lien pour qu'ils puissent récupérer le document. Ils ne partiront pas directement dans le mail précis, ils partiront avec un lien de téléchargement. Ensuite, important à noter aussi la distribution multiple. Si demain, vous devez envoyer, par exemple, le compte-rendu, par exemple, à un confrère, mais que vous souhaitez mettre en copie un autre correspondant, peut-être le patient, dans ce cas-là, vous utilisez le champ dans votre boîte mail qui s'appelle le CC, donc correspondant, courrier correspondant. Mais si vous ne souhaitez pas que la deuxième personne en correspondant apparaisse, en fait, dans le destinataire, admettons, si vous faites un mail groupé à l'ensemble de votre patientèle pour indiquer, par exemple, que le praticien va devoir décaler les rendez-vous cette semaine, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, vous ne pouvez pas mettre tous les mails des patients parce que sinon tout le monde va avoir le mail de tout le monde. Donc on n'est pas dans quelque chose de sécurisé. On ne peut pas donner ces données comme ça, les données des patients à d'autres patients. Donc là, on va utiliser ce fameux champ CCI qui correspond en fait à une copie cachée et vous allez mettre un destinataire et tous les restes dans la copie cachée. Et finalement, par exemple, si vous m'envoyez un mail, je recevrai votre mail comme si vous me l'avez adressé qu'à moi et pas à d'autres. Voilà, ça c'est... Attention, il faut vraiment faire attention à ça parce que des fois, on fait vite et on ne se rend pas compte, on clique sur correspondant et pas sur correspondant en copie cachée. Ça peut être des erreurs qui ne sont pas à faire pour le secret médical et pour ne pas diffuser des données que vous n'avez pas le droit de diffuser. Ensuite, concernant la signature électronique, je sais que c'est des éléments qui posent un peu souci des fois.
Donc, j'essaie de vous donner aussi, pareil, des petits documents comme ça, avec les règles à respecter, par exemple, pour une signature électronique sur un courriel. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Et vous allez voir en fait qu'il faut, par exemple, des fois répondre à certaines petites normes. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Je n'ai pas la grande possibilité de zoomer. Si, voilà, je peux zoomer. Hop, c'est peut-être déjà mieux. Donc, en fait, là, dans ce document qui est bien fait, il vous explique en fait signature des courriels, que pour faire cette signature que vous voyez ici, qui est souvent une signature assez standard, donc là, bon, il y a un logo, d'accord, mais c'est souvent très standardisé avec des formats bien spécifiques. Il vous explique donc, par exemple, le texte courant, s'il est avec la police, par exemple, Arial Regular, le nom sera signé, lui, en Arial bold, capital, donc un peu plus visible, et la fonction, les coordonnées, eux, en Arial Regular, qui reprennent en fait finalement la police du texte, et avec bien évidemment le logo, et l'ensemble est aligné à gauche et tous les textes sont écrits encore en 12, donc la taille 12. Donc là, vous avez vraiment, en fait, ça vous explique la cohérence, donc de rester dans la même police, de faire des petites variantes par rapport au nom pour qu'ils ressortent, de tout aligner à gauche et de respecter une taille de police qui soit cohérente. Donc ça, c'est des petites règles si vous devez créer des signatures de courriel, en fait, type dans votre boîte mail, ça vous permet de savoir un peu quelles règles vous devez suivre. Donc, si vous utilisez notre police, si vous utilisez, je ne sais pas, il y en a plein d'autres, Calibri, il y a Time New Roman, je ne sais plus, il y en a plein. Il faut que vous restiez dans quelque chose de cohérent. Vous ne pouvez pas mettre 4 polices différentes pour une signature électronique. Donc ça, c'est un petit plus, c'est un document je peux vous l'envoyer aussi si vous le souhaitez, pour vous permettre de créer votre signature électronique pour les mails. Parce que la signature électronique, c'est pareil, ça vous fait gagner du temps. À chaque fois que vous envoyez un mail, c'est automatisé, c'est pratique et on sait que ça vient de vous, quoi. Donc, pour paramétrer en fait la signature électronique, je vous ai fait un petit document. Par exemple, je suis partie sur Gmail. Après, c'est possible et applicable en fait à toutes les boîtes mail. C'est à vous d'aller un peu chercher, mais généralement, elles fonctionnent toutes à peu près de la même façon. Vous allez dans votre boîte mail. Donc, j'ai fait des captures d'écran pour vous montrer. J'essaie de zoomer un peu. Hop. Donc, le paramètre, donc, vous allez dans les paramètres de votre messagerie électronique pour commencer. Donc là, c'est le modèle sur la boîte électronique Gmail. Donc, là, ici, par exemple, Gmail, c'est la petite roue. Cliquez sur paramètres et ils vont vous ouvrir en fait une fenêtre qui est comme celle-ci, avec différentes choses, générales, libellé. Vous pouvez faire plein de paramétrages. Mais pour aller à la signature électronique, vous cliquez sur paramètres et il va s'ouvrir cette fenêtre. Ensuite, vous allez dans ma signature, qui est juste là. Vous allez voir, en fait, vous descendez bien. Et ici, il va apparaître ma signature. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir soit importer une signature, donc comme j'ai fait moi, sur mes mails. En fait, j'ai une signature par mail, c'est une image qui est un format bien spécifique avec finalement mon nom, mon prénom, ma fonction et le logo qui apparaît. Donc, en fait, j'ai importé l'image dans Gmail et c'est ma signature électronique. Sinon, vous pouvez aussi créer votre signature électronique en respectant les codes. Donc là, j'ai fait une simulation, nouvelle signature, en fait. Vous créez une nouvelle signature et comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser une signature électronique et l'adapter exactement comme vous voulez. Là, j'ai fait exprès de mettre des polices différentes, des couleurs différentes, des tailles différentes. Vous pouvez en fait tout moduler et la valider et ensuite choisir quelle signature électronique vous souhaitez activer pour vos mails. Donc finalement, en fouillant un peu dans les boîtes mail, vous verrez que c'est pas très compliqué. Outlook, c'est pareil, c'est très facile aussi à changer. Ça dépend de votre boîte mail. Et si vraiment demain vous n'arrivez pas à le faire, que c'est un peu compliqué, vous pouvez toujours taper sur YouTube des tutos et je peux vous assurer que vous allez voir, c'est assez pratique à mettre en place. Et c'est bien d'avoir une signature électronique avec votre statut. Ah, Stéphanie doit nous laisser parce qu'il faut qu'elle continue d'aller travailler. Il n'y a pas de souci, merci Stéphanie. Je continue la vidéo et vous verrez tout en replay, vous inquiétez pas. Pour tous ceux et celles qui nous rejoignent en replay et qui pourront me voir qu'en replay, rassurez-vous, je répondrai à vos questions si vous en avez par mail ou n'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous avez visionné la vidéo. Bonne journée à vous Stéphanie et bon courage pour la suite de votre journée. Donc du coup, donc, pour cette signature mail, c'est très intéressant de la mettre en place parce que ça vous définit votre statut. C'est pareil, ça reste dans
dans cette image de marque, vous avez le logo et du coup, tout est cohérent. Voilà. Donc ça, c'était pour la signature électronique et pour finalement, pour répondre à la question du support de communication écrite. N'hésitez pas à m'arrêter, à me faire des petits retours si vous avez des questions. Je suis disponible, vous faites un petit retour par chat, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va voir maintenant le deuxième point de cette classe qui est les supports explicatifs pour les patients. Donc les supports explicatifs, j'ai scindé ça en trois axes principaux, avec les supports visuels, affichage, les supports écrits, qui concernent les documents plutôt, et tout ce qui va être support audiovisuel avec des vidéos de démonstration, parce que finalement, les supports explicatifs peuvent être sous différents formats et il est d'ailleurs recommandé d'utiliser différents formats, ça varie et ça permet finalement d'apporter plus d'éléments aux patients. Et puis, c'est finalement, comme vous pouvez le voir ici, des arguments de vente. Alors, pour répondre à la question d'Audrey, quels sont les différents supports explicatifs qu'on peut utiliser pour le patient pour gagner du temps? Parce que le but principal, c'est alors soit d'apporter des explications de qualité aux patients, donc des arguments de vente, des explications de qualité, ou soit aussi de gagner du temps. Plus vous multipliez finalement les supports, plus vous gagnez du temps. Tout simplement parce que si vous mettez des supports visuels, par exemple, prenons les affichages, qui sont en information pour les patients, par exemple, dans la salle d'attente. On peut prendre des affiches avec l'explication de ce qu'est un implant, chose que peut vous fournir, par exemple, votre fournisseur d'implants, votre laboratoire, des publicités concernant les laboratoires avec lesquels vous travaillez, si vous faites, je sais pas, d'esthétique, des facettes, des choses comme ça, ou sur les spécialités qu'il y a dans votre cabinet. Le patient qui est en salle d'attente peut voir différentes affiches parce que par curiosité, quand il attend, il va regarder un peu ce qui se passe autour. D'ailleurs, la salle d'attente, c'est la vitrine de votre cabinet. Vous pouvez mettre des affiches. Donc, vous allez commencer déjà à lui donner des informations et quelques petites explications. Si c'est bien fait, si c'est bien schématisé, si c'est assez explicatif, sans parler trop technique, sans que ça puisse faire peur, sans qu'il y ait trop d'éléments tarifaires. Voilà, il faut vraiment que ça soit juste de l'information. Donc, le patient commence à avoir une petite idée de ce qu'il en est. Ensuite, vous pouvez lui donner des supports écrits. Alors, via des documents. Donc, vous avez des documents, il faut envisager ce qui est bien de prévoir des documents en fait explicatifs pour un peu tous les types d'actes, je dirais à risque, des actes un peu importants que vous pouvez dispenser au cabinet. À savoir, quand vous allez remettre les devis, vous allez peut-être pouvoir leur donner des éléments d'explication concernant ce devis. Je prends un exemple de la prothèse. Quelle prothèse finalement vous lui proposez? Parce que pour vous, c'est peut-être clair, mais pour le patient, ça l'est peut-être un peu moins. Comment c'est fabriqué? Quels sont les matériaux? Quels seront peut-être après l'entretien? Des choses comme ça. Et vous pouvez aussi avoir des supports documents, donc rédigés, plastifiés pour que ça soit un peu plus propre, que ça soit un peu plus de qualité, que vous pouvez leur montrer quand ils sont au cabinet. Et ça peut aussi servir d'argument de vente parce que vous leur montrez concrètement ce que vous leur proposez, sur en quoi consiste le plan de traitement que vous allez proposer, et il a l'ensemble des éléments. Alors, les documents explicatifs, par exemple, on peut créer des documents très classiques. Là, moi, j'en ai créé un juste pour vous en prenant quelques images que j'ai trouvées, par exemple, pour expliquer ce qu'est la pose d'un implant. Donc, on peut partir sur quelque chose de très simple, comme vous pouvez le voir ici, avec pose d'un implant. On peut très bien mettre en avant le fait que ce soit quelque chose d'assez rapide, que ce soit un acte qui est démocratisé, donc acte réalisé en 12 minutes et en anesthésie locale. Donc là, on met les bases, on dit attention, c'est pas la grande chirurgie de votre vie, c'est la pose d'un implant, il faut revoir les choses. Et vous prenez des schémas qui sont plutôt jolis, pas des choses qui peuvent être, qui peuvent faire peur, qui peuvent être, je dirais, qui peuvent être sensibles, qui peuvent rebuter en fait le patient. Donc vous utilisez des schémas jolis qui expliquent en fait les différentes étapes. Et si vous réalisez par exemple un protocole en 2 temps chirurgicaux, vous pouvez mettre en avant le fait que dans un premier temps, il y aura l'implant qui sera placé en nourrice pendant 3 mois. Et que donc voilà, vous mettez l'action de la pose de l'implant avec les sutures et que dans un deuxième temps, vous ferez le contrôle de l'ostéo-intégration
et la pose de la vis de cicatrisation avec une photo qui explique bien et qui montre bien comment est la vis de cicatrisation et vous expliquez bien la différence des deux. Donc ça peut être un document que vous pouvez remettre aux patients ou leur présenter. C'est pas très compliqué à faire. C'est des photos avec quelques phrases un peu explicatives et ça peut être un support explicatif pour le patient. Donc, vous pouvez regarder, moi, en même pas une minute, je vous ai expliqué le document. Vous pouvez très bien procéder de la même manière avec le patient et lui remettre pour qu'il puisse le regarder à tête reposée et lui éviter qu'il aille chercher des éléments sur YouTube et qui ne soient pas très, très, très intéressants et qu'il puisse le rebuter. Là, en l'occurrence, il a déjà des éléments et il a quelque chose de concret qui va aussi permettre d'arguments de vente, parce que le but aussi, c'est des explications pour la suite de son traitement, mais quand c'est pour un plan de traitement que vous allez soumettre, il faut aussi que ce soit un argument de vente. Ça peut vous servir d'argument de vente. Et ensuite, le dernier point, des supports audiovisuels. Et oui, là, c'est vraiment, on est dans l'ère de l'audiovisuel, ça prend de plus en plus de place, on est très numérisé. C'est très intéressant, par exemple, de proposer des vidéos, des démonstrations. Soit vous proposez des vidéos de démonstration, et là, en l'occurrence, YouTube pourrait être votre ami. Vous allez chercher des vidéos de démonstration, je ne sais pas, pour la chirurgie, c'est quelque chose qui peut être assez sympa à montrer, comme, je ne sais pas moi, un sinus lift, par exemple, ou d'autres choses sur des spécialités, ou ce qui est une endodontie, ce qui est une reconstruction coronaire, et vous allez sur YouTube, et pendant que le patient est là, vous lui montrez la vidéo et vous lui faites les explications pour que ce soit plus concret pour lui. Parce que souvent, les explications comme ça, orales, sont peut-être très bien amenées, mais restent des fois très abstraites pour les patients, parce qu'on utilise peut-être des fois un langage un peu, un jargon un peu médical, un langage qui pour nous paraît simple et qui finalement ne l'est pas pour eux. Et d'avoir un visuel sur ce qu'on dit, c'est plus facile et ça permet la meilleure compréhension finalement de l'explication. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, que ce que vous pouvez envisager dans ce cas-là pour ces supports explicatifs, toujours dans le but de multiplier les supports et de gagner du temps, parce que le patient qui a déjà vu ce qu'était la chirurgie implantaire via une affiche dans sa salle d'attente, qui a déjà vu sur le document que vous lui avez remis comment se passait la pose d'un implant. Et si en plus, par exemple, vous lui mettez également des clips vidéo en salle d'attente avec de l'actualité, des choses concernant le dentaire, peut-être les explications, les vidéos que vous allez trouver d'une pose d'un implant, peut-être que tous ces éléments-là, il les aura déjà vus et quand vous allez lui expliquer, il va comprendre beaucoup plus facilement et vous allez gagner du temps sur ces explications. Donc, le fait de multiplier les supports, ça vous fait gagner du temps. Après, un support audiovisuel, vous pouvez trouver des choses très sympas. Là, je vais vous montrer une vidéo qui est plutôt sympa et qui est plutôt très parlante, qui concerne, par exemple, de l'orthodontie. Donc, vous pouvez trouver plein de vidéos comme ça. Vous pouvez même avoir des logiciels pour les créer. Et là, vous allez, par exemple, regarder sur cette vidéo la traction d'une canine en chirurgie avec un arc et tout. C'est quand même vachement explicatif. C'est joli. C'est pas dérangeant pour le patient. Et là, il peut comprendre exactement ce en quoi consiste le traitement que vous allez proposer. Parce qu'expliquer, finalement, on va tracter une canine, ça peut être très abstrait. Mettez-vous à la place de la maman qui entend cette information. Tracter une canine, c'est bien, mais comment on va faire? Vous lui dites, écoutez, c'est un acte qui est un peu délicat, mais qu'on maîtrise très bien. Et vous lui montrez donc cette petite vidéo qui montre que finalement la canine est là. Donc, on va devoir lui dire bonjour, la faire sortir et ensuite utiliser tout un système qui va finalement la faire descendre et lui permettre de se remettre à sa place avec les outils. Et en dernier, les braquettes et l'arc va permettre de vraiment bien la positionner et on va retrouver une denture cohérente et qui permet une bonne occlusion. Et là, vous pouvez lui expliquer puisque vous avez le support vidéo. Et ça, c'est le genre de vidéo que vous pouvez mettre dans la salle d'attente, rythmé avec d'autres informations, des choses plus légères pour, au lieu de lui mettre des clips, je ne sais pas moi, qui a la télé, il commence à avoir différents traitements, différentes choses qui concernent le dentaire et répondre peut-être à des questions qu'ils pourraient vous poser. Là, ils ont peut-être déjà la réponse. Ça peut vous faire gagner du temps. C'est des choses qu'il faudrait étudier et envisager au cabinet. Donc ça, c'est pour les supports explicatifs. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est pareil, j'ai essayé de faire une présentation un peu globale, de répondre aux questions. N'hésitez pas à me faire un retour pour ceux qui sont en replay ou pour ceux qui sont là. N'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez me poser des questions ou que je développe un peu plus sur ces points-là.
Ensuite, le dernier point donc, de cette classe, c'est la gestion des situations difficiles. Effectivement, la communication, c'est le fait donc d'échanger. On a vu un peu la communication qui est écrite. Là, on vient de voir la communication qui peut être visuelle, audiovisuelle. Et là, on va avoir un peu la communication finalement orale et le fait qu'on puisse faire face à des situations qui peuvent être considérées comme des situations difficiles. Alors, on a différents points. J'ai essayé de faire, en fonction des questions qui m'ont été posées, de prendre trois situations un peu qui pourraient être conflictuelles. Par exemple, le patient qui vient pour la prise de rendez-vous qui est compliqué. Donc, le patient qui, on va voir après, qui a du mal à choisir le rendez-vous que vous allez lui proposer et qui s'énerve, des choses comme ça. La difficulté de proposer, donc la question financière, la difficulté de proposer ou de soumettre le paiement ou de dire à un patient que finalement il lui reste un reste à charge. Des fois, la difficulté face au fait de parler d'argent, donc la question financière peut être réellement générer une situation un peu difficile en communication et de faire face aux patients et notamment des fois la réticence des patients face au traitement qui va être proposé. Parce que le patient s'est fait une idée bien précise de ce qu'il voulait lui, sachant que ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour lui ou pour son traitement global, je dirais. Donc, on va voir ça point par point. Alors, donc cette gestion des situations difficiles, donc pour commencer, je vais répondre donc à la question de Noélie, qui était comment gérer finalement un patient qui veut absolument un rendez-vous, mais qui refuse tous les créneaux horaires proposés. Donc là, voilà, le patient appelle, moi je veux un rendez-vous, vous lui proposez un rendez-vous, non, ça ne me convient pas. Ben, je vous propose une autre date, non, ça ne me convient pas. Alors, est-ce que vous pouvez venir plus tôt tel jour? Non, c'est pas possible, il n'y a pas moyen d'avoir un rendez-vous dans ce cabinet. Et voilà, et là, on rentre dans une situation conflictuelle. Alors, comment on peut éviter ça? Donc, par la communication. Et quelle méthode, quels outils on va utiliser finalement pour pas se retrouver dans cette situation qui pourrait être conflictuelle, une situation un peu de quiproquo, une situation où peut finalement se faire un peu malmener pour un patient. Alors, je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Et on va voir en fait finalement que tout ça dépend des techniques de communication. Donc, les techniques de communication, d'un point de vue assez général, elles sont axées en 3 points. Donc, d'un premier temps, on va pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, ça, on va voir un peu plus de manière développée. Ça implique donc une posture, donc un positionnement, la façon de se positionner face au patient, s'il est face à vous. Voilà, pas être avachi, de se tenir droit, être sûr de soi. Donc, tout ça, ça rentre dans la posture et dans le positionnement. La disponibilité, donc le patient qui se présente à vous, si vous êtes en train de taper un compte rendu, c'est pareil, si demain je vous faisais la classe et que je regardais toujours ce que je suis en train de faire, on n'a pas un échange et je ne suis pas disponible pour vous, donc je ne suis pas ouverte à vous et à échanger avec vous. L'empathie, si le patient vous dit oui, mais j'ai vraiment très très mal, j'ai besoin d'être reçu, et que vous lui dites de toute façon, j'ai pas de place, donc c'est pas la peine de rester. Là, vous ne faites pas preuve d'empathie du tout. Donc, il faut essayer d'être empathique, il faut comprendre le point de vue du patient, comprendre peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, qui l'a énervé toute la journée, que ça peut expliquer qu'il soit un peu agressif avec vous aujourd'hui. Peut-être que c'est le trop plein de stress qu'il a eu dans sa journée et que finalement il va se détendre. Donc, être empathique et laisser la chance au produit, je dirais, et de toujours être dans la bienveillance, de lui montrer que vous allez vous occuper de lui et prendre soin de lui et apporter une solution à son problème. Parce qu'un patient qui vient a forcément une problématique à vous soumettre, prise de rendez-vous, donc il y a une problématique. Donc, vous allez répondre par la bienveillance. Donc ça, c'est les éléments clés de l'écoute active. Donc, d'écouter activement et de se rendre disponible pour écouter la personne, en fait, qui se présente à vous. Ensuite, on va utiliser tout ce qui est questionnement. Donc, on va voir qu'il y a différents types de questionnement. Questions ouvertes, questions fermées et questions alternatives. Donc, c'est comment vous allez formuler, en fait, vos questions pour orienter la conversation et le débat. Et 3, la reformulation, qui va nous permettre en fait de reprendre les éléments qui nous ont été présentés pour éviter donc tout ce qui peut être quiproquo. Et ça va nous permettre d'éviter d'éventuels conflits, donc qui ne sont pas intentionnels, mais
Si le patient, voilà, on va voir si le patient vous dit, eh ben, moi je suis disponible lundi, que vous lui proposez un rendez-vous le mardi, ben, peut-être que ça va l'énerver parce qu'il va se dire, non mais écoute pas, je viens de lui dire que c'est le lundi. Donc avant de reproposer un autre jour, vous m'avez bien dit que vous êtes disponible le lundi. Et là, on valide l'info et on évite un conflit qui finalement, un quiproquo qui pourrait envenimer la situation. Et on reformule pour confirmer la demande. Donc ça, c'est vraiment les techniques de base de communication, ces 3 points essentiels qu'il faut retenir pour bien mener une discussion, une conversation et éviter des situations qui pourraient être conflictuelles ou difficiles. Donc la première étape, on va développer un peu cette écoute active. Donc l'écoute active, dans un premier temps, la première chose, c'est, donc comme vous pouvez le voir ici, ne pas interrompre l'interlocuteur. Donc la personne qui se présente à vous, être prête à l'écouter et ne pas le couper toutes les 3 secondes. Même s'il vous raconte toute sa vie, il va falloir envisager de lui laisser le temps de vous expliquer vraiment tout et de ne pas le couper. Parce que ça, c'est source d'énervement. Quelqu'un qui veut vous expliquer absolument sa façon de voir les choses ou qui veut vous expliquer vraiment pourquoi il veut un rendez-vous maintenant et pas à un autre moment. Si vous l'interrompez, personne n'aime être coupé hein, quand il discute, ben, finalement, vous pouvez créer une petite tension, quelque chose d'un peu conflictuel. Donc, vous lui dites, je suis à votre écoute, comment puis-je vous aider? Et là, vous lui donnez la main et vous le laissez parler et vous l'écoutez. Donc, on rentre dans cette écoute active. Ensuite, exclure tout ce qui est préjugé. Vous, tous les préjugés que vous pouvez avoir vis-à-vis de la personne qui se présente à vous. Même s'il arrive brutalement et qu'elle dit, je veux un rendez-vous, essayez d'exclure en fait tout ce qui est préjugé et d'essayer de lui montrer que vous comprenez bien. J'imagine que c'est délicat, que c'est compliqué, difficile pour vous. On va voir comment on peut trouver des solutions ensemble. Donc, voilà. Prenez du recul face à la personne, face à ce que vous pouvez éventuellement penser de la personne et de son attitude et essayez d'être vraiment neutre. Ensuite, de se rendre disponible, comme on l'a vu, avec une formulation qui est toujours positive. Donc, votre attitude d'être disponible, j'entends bien ce que vous me dites, je vais m'occuper de vous. Donc là, vous lui montrez que vous êtes là pour lui, que vous allez faire le nécessaire pour répondre à sa demande, positivement ou non, mais vous lui laissez bien comprendre que, en tout cas, vous allez vous occuper de lui et de sa demande. Ensuite, le 4e point, donc toujours rester neutre, on l'a vu un peu déjà, et témoigner de l'empathie. Donc ça, je l'ai un peu expliqué déjà tout à l'heure, mais en fait, bien formuler, je comprends tout à fait, et nous allons trouver une solution ensemble, rassurez-vous. Vous êtes parfaitement à l'écoute, vous comprenez ce qu'il vous dit, et en plus, vous allez lui proposer une solution, et il faut qu'il se rassure. Donc, vous êtes dans l'empathie, vous avez bien compris sa situation, vous lui faites bien comprendre par une formulation qui est positive, qui est bienveillante. Je comprends, hein, on va trouver une solution ensemble, rassurez-vous. Je vais vous trouver un rendez-vous, on va regarder ensemble ce qui peut vous convenir. Et là, on peut commencer à désamorcer un peu une situation qui aurait pu être compliquée si vous avez répondu au bout de 3 fois, 3 rendez-vous proposés, que le patient vous refoule, qu'au bout de 3 rendez-vous, si vous lui avez répondu, bah, écoutez, je trouve pas de rendez-vous, moi je sais pas quoi faire, là vous êtes sûr que la conversation va partir un peu plus en conflit. Alors que si vous restez neutre, calme, et que vous lui expliquez, écoutez, bon, je comprends bien, on va essayer de trouver une solution, rassurez-vous, on va le trouver ce rendez-vous. Voilà, vous êtes empathique, vous êtes neutre, vous êtes toujours bienveillante, et vous êtes toujours positive et disponible. Ça, c'est très important. Et enfin, la dernière étape, assurez-vous d'avoir toutes les informations, de vous intéresser réellement à votre interlocuteur, donc favoriser donc la précision de l'information et de rester bienveillant. Mais pouvez-vous vraiment m'en dire plus sur votre état actuel pour que je comprenne pourquoi il vous faut un rendez-vous immédiatement et pourquoi ça ne peut pas attendre 2 semaines? Qu'est-ce qui vous arrive? J'aimerais comprendre pour pouvoir vous donner un rendez-vous qui va correspondre à vos besoins. Et là, vous fermez pas la porte, vous vous intéressez à lui, vous montrez encore une fois que votre seul besoin, en fait, finalement, c'est de bien répondre à sa demande. Donc, vous êtes bienveillant et là, normalement, ça doit très bien se passer parce que vous recevez bien le patient, vous avez un discours qui est positif, qui est bienveillant. Il n'y a pas de raison que là, le patient, avec les tels discours, vous menez la conversation, il ne s'en rend même pas compte. Vous êtes bienveillant et franchement, c'est très difficile d'être conflictuel avec une attitude pareille. Si vous avez cette attitude-là,
Le patient, il ne va pas être agressif avec vous. Franchement, c'est vraiment, ou alors c'est que vraiment, on ne peut rien faire pour lui et qu'il est énervé, qu'il vous en veut absolument. Hein. Sinon, je ne comprends pas. Ensuite, la deuxième étape, on a vu un peu déjà tout à l'heure par rapport aux questions, les questions ouvertes, les questions fermées, les questions alternatives. On va utiliser en fait ce questionnement pour finalement pour finir de mener la conversation et pour s'assurer des informations et obtenir les informations qu'on souhaite. Donc là, on a écouté le patient, on sait, il nous a priori formulé sa demande, on va lui poser, donc voilà, il a très mal, il veut un rendez-vous maintenant, il ne veut pas attendre 3 semaines, on l'a bien entendu. Maintenant, à nous de mener le débat. Quand pouvez-vous vous libérer pour un rendez-vous? Parce que si vous avez déjà fait 2 ou 3 propositions qu'il les a refusées, finalement, quand pouvez-vous vous libérer pour un rendez-vous? Vous lui laissez lui-même définir ses propres contraintes. Donc, ça sera ses choix qui suivront. Donc là, vous êtes sur une question ouverte parce qu'il va pouvoir répondre par différentes options, le lundi, le mardi, tous les jours dans la semaine, à aucun moment, peu importe. C'est une question qui est ouverte. Une question ensuite fermée, elle appelle à une réponse qui peut être oui ou non, uniquement. La question fermée vous permet en fait de l'orienter déjà dans la décision et de confirmer un peu l'information. Donc, si je comprends bien, donc vous commencez un peu à reformuler, vous lui montrez toujours que vous êtes attentif et que vous avez bien compris sa demande. Vous êtes disponible le matin? Oui ou non? Voilà, c'est la réponse qui peuvent être appelées. Donc, du coup, là, sans qu'il le sache, il est déjà orienté dans sa prise de décision. C'est lui qui a défini le jour, a priori, quand pouvez-vous vous libérer? Donc, c'est lui qui va vous donner la contrainte. Et il vous confirme qu'en plus de ça, ça peut être que le matin ou l'après-midi. Et ensuite, la question alternative pour finalement verrouiller le fait que le choix lui appartient. Pouvez-vous donc vous rendre au cabinet le lundi 22 ou le mardi 23? Là, vous reformulez. Et vous, en fait, dans la question alternative, le principe de la question alternative, c'est que vous posez une question dans laquelle il y a déjà la réponse. Donc là, en l'occurrence, les seules réponses, ça serait le lundi 22 ou le mardi 23. Donc, vous posez une question qui contient une réponse. Et là, il devra faire un choix, mais qui lui appartient vraiment. Vous lui avez laissé définir lui-même ses contraintes, vous l'avez orienté dans sa prise de décision en l'aidant, en lui demandant s'il était disponible le matin ou non, et ensuite, vous lui proposez une date avec un choix qui va lui appartenir. Vous lui proposez 2 créneaux. Donc, le choix qu'il va choisir, ça dépend de lui. Personne ne souhaite être contredire. S'il vous a dit finalement qu'il était libre les lundis et les mardis, que vous lui proposez un lundi ou un mardi et qu'il vous dit non, c'est pas possible, il se contredit. Donc, normalement, il ne devrait pas être agressif vis-à-vis de vous, puisque c'est lui qui a pris ses décisions. Donc, en fait, vous lui avez renvoyé la balle. Et là, on évite une situation conflictuelle sur une prise de rendez-vous où le patient va vous refouler 10 propositions. Et la dernière étape, en fait, on va verrouiller donc par la confirmation, la reformulation, les informations. Les informations que le patient vous a données pour être sûr finalement d'avoir bien compris. Donc la question initiale, quand pouvez-vous vous libérer pour un rendez-vous? Donc la reformulation, si je comprends bien, vous êtes disponible le matin, donc répétez les propos pour éviter un quiproquo d'éventuels conflits. Ça vous permet finalement de faire la reformulation. Je reprends en fait le même schéma que tout à l'heure, hein. Ce sont les mêmes questions que pour les questions ouvertes et fermées. Si je comprends bien, vous êtes disponible le matin, donc ça va vous permettre de commencer la reformulation et voilà, d'éviter des erreurs. Il va vous dire oui ou non. Si vous dites oui, c'est bon, il a validé l'information. Ensuite, vous confirmez, donc vous pouvez donc vous rendre au cabinet le lundi 22 ou le mardi 23. Donc là, on va reformuler finalement avec une question alternative qui contient une réponse et ça va confirmer le choix. Le patient, personne n'aime avoir tort. Le patient, il ne voudra pas avoir tort. Mais en l'occurrence, là, c'est lui qui a fait son choix. Donc, s'il ne valide pas un de ses choix, il se met en porte-à-faux. C'est toujours pareil. C'est lui qui a finalement, de par vos questions, de par votre formulation, validé ou non les informations que vous lui avez qui vous a données. Donc là, il ne voudra pas avoir tort. Donc, il va accepter une des 2 solutions qu'il a lui-même finalement proposées. Voilà comment on peut utiliser finalement les techniques de communication avec l'écoute active, le questionnement et la reformulation pour amener une prise de rendez-vous qui aurait pu être conflictuelle finalement dans un échange qui sera calme et qui impliquera le patient. Donc, le patient ne pourra pas s'énerver contre vous parce qu'il se sera impliqué et ce sera ses choix et ses décisions qu'il devra valider ou non. Voilà un peu comment on peut procéder.
Donc ça, vous verrez en plus que cette technique de communication, elle est applicable à plusieurs situations. Pour répondre à la question d'une autre Stéphanie, du coup, pour gérer la question de l'argent. Donc c'est un truc qui est revenu, l'argent, les impayés, c'est des éléments qui sont revenus un peu régulièrement. La question de l'argent, elle est un peu délicate, mais finalement, vous utilisez les mêmes mécanismes de communication. C'est-à-dire que vous allez commencer par soumettre l'information avec tact et mesure. Donc, vous expliquez. Par contre, je ne sais pas si on n'avait pas une erreur parce qu'il me semble qu'il y avait un reste à charge sur une des factures de votre dossier. Bon, vous attendez. Ensuite, rentre le principe de l'écoute active. Vous êtes disponible, vous êtes donc une posture disponible et ouverte, pas du tout hostile, avec le sourire toujours. Et là, vous écoutez le patient, son argumentaire et les choses qu'il va vous dire. Ah bon, non, je pense avoir tout réglé. Et donc vous restez très disponible et vous restez bienveillante et empathique et vous l'écoutez. Ensuite, du coup, vous lui reposez une question pour être sûr et pour l'orienter vers la réponse. C'est-à-dire, ah, écoutez, je ne comprends pas, on va regarder peut-être ça ensemble si vous avez deux minutes, parce qu'il me semble qu'on avait fait donc un règlement par carte bleue de 18 €. Et là, j'ai quand même un reste à charge sur ce devis. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Comme ça, on pourra envisager, si vous le souhaitez, un plan de financement ou faire une régularisation du dossier si c'est une erreur qui vient de nous ou non. Donc, vous lui faites plusieurs questions et vous l'emmenez finalement doucement vers la situation sans l'impliquer, sans lui dire « Oh là, vous êtes un mauvais payeur, peut-être que l'erreur vient de nous, on reste ouvert, disponible. » Mais dans les questions, on a déjà soumis la réponse et on l'a déjà orienté. Le but, c'est le plan de financement et solder la facture. Et ensuite, on finit par la reformulation qui va être la validation du plan de financement. Alors, vous regardez bien les documents. Finalement, vous voyez, écoutez, j'ai bien tout étudié. On a une prise en charge de la mutuelle. Il y a une participation de sécurité sociale, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est votre règlement initial. Et effectivement, il y a quand même, pour cet acte qui est à hauteur de tant d'euros, un reste à charge qui reste de, je ne sais pas, je dois dire 100 €. Donc, si vous le souhaitez, on peut ensemble valider un plan de financement pour vous permettre de régulariser cette facture. Et là, derrière, bon, vous n'êtes pas hostile, vous proposez des solutions de facilité de paiement éventuellement. Vous faites une reformulation, donc si vous dites oui, il valide l'information que vous venez de lui donner. Et du coup, c'est plus facile de gérer la question de l'argent avec ce schéma-là, en fait, prenant en compte écoute active, questionnement et reformulation. Pareil, pour répondre à la question de Christine, c'est exactement les mêmes schémas aussi. Comment expliquer un traitement à un patient qui est plutôt réticent, parce que des fois, il y a des patients, vous avez beau leur expliquer que dans leur intérêt, il va falloir en fait envisager, je ne sais pas moi, une réhabilitation complète parce qu'il y a de multiples foyers infectieux, que ça ne va pas tenir. Et lui, il est persuadé qu'il faut soigner qu'une seule dent parce que c'est la dent sur laquelle il a mal. Vous avez beau lui expliquer que toutes les autres, les dents adjacentes sont, elles, impactées aussi, mais il reste sur son idée bien définie. Donc, il va falloir en fait essayer de l'amener vers le traitement et le plan de traitement qui est déjà qui est le bon et qu'il faut qu'il envisage en fait. Donc, vous allez toujours pareil commencer d'abord par l'explication en fait du plan de traitement. Donc, en quoi consiste le plan de traitement? Pourquoi c'est ce plan de traitement là qui est je dirais proposé avec des éléments à l'appui, toujours avoir des éléments à l'appui, la panoramique, le fait de parler de foyers infectieux, s'il y en a, lui expliquer que finalement c'est dans son intérêt, dans l'intérêt de sa santé générale. Écouter la réponse vraiment qui va formuler suite à votre explication et à votre approche. Comme ça, vous pourrez en fait analyser ses craintes. Est-ce que ce sont des craintes peut-être financières? Est-ce que ce sont des craintes liées au fait que vous lui parlez d'enlever toutes ses dents ou de refaire quelque chose de complet, qu'il a peut-être peur de l'esthétique, de voir un peu quel profil de patient, est-ce que c'est l'esthétique, est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est la phobie, est-ce que c'est d'un point de vue financier qu'il est coincé. Et derrière, vous allez, par le questionnement, l'orienter vers la décision du plan de traitement et vers une solution, peut-être une solution alternative, et lui exposer les différentes options qui s'offrent à lui, en fait, en prenant en compte, du coup, toujours les éléments que vous avez pu recenser lors de votre écoute active.
Alors, écoutez, je comprends bien, monsieur. Effectivement, c'est un traitement qui va être un peu onéreux. Je l'entends bien. En revanche, la seule option alternative qui va pouvoir vous être proposée est une solution qui sera beaucoup moins peut-être confortable. Si vous, par exemple, si vous avez parlé de, je sais pas moi, de faire une implantation complète avec un bridge, vous pouvez lui dire que l'option alternative, ce sera un dentier, un appareil complet amovible, qui est envisageable, qui sera sûrement moins onéreux, qu'il peut absolument choisir, mais qui en l'occurrence sera beaucoup moins confortable, qui est beaucoup plus gênant dans le quotidien, alors que là vous lui proposez une solution fixe, une solution qui va tenir sur le long terme, qui va lui redonner des sensations à la mastication, des choses comme ça, et lui expliquer que de toute façon c'est un traitement qui sera sur quand même un terme un peu long, qui va pouvoir échelonner les règlements, à savoir que la phase d'extraction se passera à tel moment, la phase d'implantation à tel moment, les contrôles d'osséo-intégration et le moment où on posera le bridge définitif, qui va se passer quasiment 1 an, et que ça lui permet d'échelonner son traitement sur 1 an et d'envisager du coup de pouvoir financer ce traitement. Voilà, et par la reformulation, vous allez voir ou non si vous arrivez à valider le plan de traitement et du coup à bien lui expliquer que c'est dans son intérêt de choisir ce plan de traitement-là pour son confort et pour ses soins, qu'on ne peut pas uniquement soigner une dent parce que c'est uniquement celle-ci qui lui fait mal, parce que l'infection va jouer par exemple sur sa santé générale et va aller abîmer tout le reste de sa dentition qui n'est déjà plus viable et que c'est une question de temps avant de devoir tout enlever et tout refaire. Et plus on attend, plus ça va impacter ses chances de réussite derrière si on envisage un traitement implantaire ou des choses comme ça. Voilà comment on peut présenter un peu la situation et réutiliser en fait ces techniques de communication avec l'écoute active, le questionnement et la reformulation pour différentes situations qui pourraient paraître un peu difficiles en communication, pour la gestion de l'argent, pour un patient un peu réticent sur la prise de rendez-vous ou sur un plan de traitement qu'on pourrait proposer qui est un peu onéreux et qui pourrait faire peur. Voilà pour la communication et la gestion des situations difficiles. Alors, j'ai fini pour cette classe. Je remercie tout le monde pour votre présence et pour votre confiance encore. Pour celles et ceux qui sont en replay, j'espère que cette classe vous a apporté la réponse aux questions que vous m'avez posées. J'espère avoir répondu aux questions un peu de tout le monde. J'ai essayé de reprendre un peu toutes les idées qui me sont venues de tout le monde. En revanche, si vous souhaitez échanger par mail, n'hésitez pas à me faire un petit retour avec vos nouvelles questions par rapport à la diapo, puisque vous n'avez pas pu être présent, vous travaillez, il n'y a pas de souci, mais je reste disponible pour pouvoir échanger avec vous sur les éléments que je vous ai présentés sur cette classe. Je vous envoie dans le replay les documents présentés et je reste totalement disponible si vous souhaitez développer un peu plus sur certaines questions. N'hésitez pas, je suis encore disponible avec vous sur le chat si vous avez d'autres infos. Sinon, je vous laisse, je vous libère et on se retrouve pour une prochaine classe virtuelle sur la photographie en cabinet dentaire. Et on a aussi une classe virtuelle sur l'orthodontie, l'introduction à l'orthodontie qui arrive très prochainement. Merci à tous, bonne soirée à vous aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine classe virtuelle. Et encore merci à tous et à toutes de votre confiance. Bye.